Bonjour, bonsoir, de toute manière sur Internet, ça n'a absolument aucune importance. Donc, deuxième thème de ce triptyque, nous allons parler donc de l'Ancien Testament, le Messia hébreu, la Kabbale juive. Donc, installez-vous confortablement, popcorn, boisson, etc. Et bon visionnage, les amis. Deuxième volet, c'est parti, la Kabbale juive. Régale-nous, Jean-Paul. Alors, dans le premier chapitre, on a effleuré, parce qu'on n'a pas fait quand même quelque chose de super exhaustif, on a effleuré la magie Eka, qui est la magie du cube. Donc, on va voir comment ces sciences occultes, elles ont transmigré dans la Kabbale juive. Donc là, on arrive à la Kabbale juive. Alors, dans la précédente vidéo, je t'avais expliqué que le Ka et le Ba sont des singularités. C'est-à-dire que le tachyon contient en lui la longueur, la hauteur, la largeur, donc les trois dimensions, et le facteur temps. Le bas aussi, c'est deux singularités polarisées, positives pour le bas, négatives pour le Ka. Donc ces deux singularités, quand elles se rapprochent par bipolarité, elles se mettent en contrarotation, et stroboscopiquement, au milieu, c'est un effet stroboscopique, on appelle ça créer un cube. Parce que l'enveloppe convexe des stella octogona, donc de deux tétraèdres qui s'enchevêtrent, ben ça donne un cube. C'est-à-dire que un cube, si en géométrie un jour tu vas t'intéresser à ce qu'est un octangle étoilé ou une stella octogona, tu verras que c'est deux tétraèdres imbriqués. Ouais, d'accord. Non, mais Et quand tu imbriques les deux tétraèdres, bon là je te l'ai fait en 2D, c'est le David Maguen. Quand tu imbriques les deux tétraèdres, il n'y a pas 6 points, il n'y a pas 6 sommets, il y en a 8, parce que c'est en 3D. Et les 8 sommets, quand tu vas les relier de la stella octogona, tu obtiens quoi? Un cube parfait. Donc on sait que le Ka et le Ba, les deux polarités, le tachyon, qui est dans notre réalité, le tachyon est bipolarisé. Il est sous sa forme neutre divine dans l'antéversus. Ça, les juifs kabbalistes, les égyptiens anciens et toutes les religions à haute intensité spirituelle le savent. L'antéversus est neutre divin. Par contre, dans notre réalité, il se bipolarise. Il y a le plus et le moins. Donc, on en revient encore à l'interfusion de ces deux tétraèdres qui donnent le cube. Et si on arrive là, à l'arbre séphirotique, donc qui est le cœur de la Kabbale juive. La Kabbale juive, le Sefer Yetzirah, il tourne tout autour du cube mystique. Donc les gens, certains l'ignorent, mais l'arbre séphirotique, si tu le déplies en 3D, ben c'est deux cubes l'un sur l'autre. Mais je l'avais vu déjà, c'est une. Ouais, j'ai fait un jour une publication où j'essayais de décortiquer comment. Bon, après, là, les liaisons, c'est sûr qu'elles ne te donnent pas un cube, mais ça, c'est des liaisons, je reviendrai dessus, je t'expliquerai à quoi ça sert. Et si tu. Bon, là, il y a Da'at, c'est la non-sphère. Da'at représente le frisson de la mort, il est à 4 Hz, 1, 2, 3, 4. La quatrième sphère, Da'at, représente, c'est une non-sphère, on l'appelle la non-sphère parce qu'elle représente justement à la fois la mort et la connaissance et les principes abstraits. Alors si tu relis tout ça, tu vois Da'at avec les trois autres, et puis que tu relis aussi comme ça, tu as un premier cube qui est en dessus de notre cube, et celui-là je le mets un peu à part, Malkout, à 11 Hz, c'est la lisière de l'état de veille. C'est-à-dire qu'à 12 Hz, tu es dans une période un peu de rêvasserie, comme ça, mais tu as encore ta lucidité. Par contre, à partir de 11 Hz, là, tu rentres dans l'hypnagogie. Donc, tu vas commencer à avoir à partir de Malkout, le royaume, tu vas commencer à avoir à 11 Hz des séquences hypnagogiques, donc c'est des rêves dynamiques contrôlés. C'est-à-dire, tu vas pouvoir dans les séquences, parce que l'hypnagogie, c'est pas une longue histoire comme ça. Faut pas que les gens se disent que quand tu rentres en hypnagogie, tu vas avoir, c'est des séquences. Tu commences une histoire, puis ça s'évapore, puis il y a encore un autre décor qui arrive, et puis c'est une autre histoire qui commence, puis ça s'évapore. C'est des successions de séquences, l'hypnagogie. Et dans ces séquences hypnagogiques, tu vas y prendre part. C'est pour ça qu'on dit que c'est dynamique, c'est-à-dire que tu y prends part. Si tu donnes une impulsion au sol, tu vas voler. Tu vas te retrouver en dessus. Oui, c'est le rêve lucide, quoi. C'est le rêve lucide. Par contre, voilà, quand tu es en hypnagogie, comme tu peux aller aussi dans le cosmos, tu peux te faire des balades dans le cosmos. Il y en a beaucoup qui le prennent pour l'astral. Ils arrivent entre 11 Hz et 6 Hz.
donc entre Malkout et Tiferet, et ils pensent qu'ils sont dans l'astral. Ils se disent oui, mais j'y suis allé, puisque je suis allé dans le cosmos, puisque j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, c'est faux. Ils ont fait une succession de rêves dynamiques contrôlés, donc de phases hypnagogiques. Et quand ils en reviennent, ils écrivent des livres, ils montent des sites. Ils pensent vraiment qu'ils sont arrivés quelque part. Ils confondent l'astral, aller dans le cosmos en céleste, et l'accélération luminique qui donne dans une autre dimension quelque part. Voilà, ils confondent, c'est-à-dire que quand tu arrives à Tiferet, entre Tiferet et Da'at, c'est la phase d'accélération luminique là. Bon, les juifs kabbalistes connaissent très bien ce processus et bien d'autres doctrines aussi. Quand tu arrives entre Tiferet et Da'at, cette phase d'accélération luminique qui va te mener de 6 Hz à 4 Hz, ben, c'est ça le canal pranique, c'est ce que les bouddhistes, les hindouistes et les taoïstes appellent le canal pranique, c'est ça que tu vas emprunter. Mais comme la plupart des pseudo-voyageurs astrales qui sévissent sur YouTube ou sur Google, ils se cantonnent entre Malkout et Tiferet, ils sont dans une phase de rêve dynamique contrôlé, ils sont en phase hypnagogique. J'arrive à le détecter par rapport à tout ce qu'ils racontent. Quand tu as des témoignages que le gars il te dit j'ai fait ça, tu arrives exactement. Moi j'arrive à savoir, je place un curseur, je sais jusqu'où ils sont allés. Et donc tu sais sur l'arbre séphirotique où ils sont placés aussi. Voilà, alors des fois, ça sert à ça en fait. Voilà, l'outil, j'ai expliqué des dizaines de fois que l'arbre séphirotique est un outil précieux. Alors un outil, c'est pas une perceuse, un outil précieux parce que quand tu fais des séquences supraconscientes, quand ton but est de partir de Malkout à Keter, c'est-à-dire de descendre de 11 Hz à 1 Hz, tu vas voir que ton environnement, il évolue au fur et à mesure. Et les juifs kabbalistes, chaque sphère de conscience, de Hertz en Hertz, ils l'ont cartographié. Ils disent quand vous arrivez à tel moment, il va se modéliser telle chose. Quand tel type de modélisation va apparaître, vous serez dans telle sphère, etc., etc. Ce qui fait que si tu n'as pas d'électroencéphalogramme, pour savoir où tu en es placé, les hertz, quand tu descends, eh ben, tu as un curseur. C'est-à-dire, quand tu reviens de tes phases supraconscientes, tu prends un papier et un stylo, tu marques tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti. Ensuite, tu consultes l'arbre séphirotique, tu vas voir à chaque sphère à quoi elle correspond. Et quand tu lis, tu dis « Ah ouais, ça je l'ai vu, ça je l'ai ressenti ». Tu sais exactement où tu es allé. Donc c'est un outil parce que les gens qui se lancent dans des séquences supraconscientes, ils sauront s'ils sont allés à 8 Hz, 9 Hz. Est-ce que tu comprends l'outil, à quoi ça sert? Oui, ben c'est fondamental de comprendre ça. C'est les gradients de la conscience. Alors, il y a 3 colonnes. Donc on va dire que c'est Yachin, Boaz et Mahat. Rigueur, miséricorde et équilibre. Donc ça a été repris. L'arbre séphirotique, c'est un concept qui a été repris dans toutes les sociétés secrètes, en franc-maçonnerie, chez les Rosicruciens. Bon, enfin, tout le monde connaît l'arbre séphirotique. Tous les gens qui visent l'instase mystique connaissent l'arbre séphirotique parce que c'est très utile. Donc, toutes les sociétés secrètes qui ont récupéré le concept, en fait, ne s'occupent ni de la colonne de gauche ni de la colonne de droite, puisque le but, c'est la sublimation. Donc, ce qui intéresse un gars qui se lance dans une séquence supraconsciente, alors tu peux le faire en zigzag. Il y en a qui basculent d'une polarité à l'autre et qui se rectifient au fur et à mesure. Et il y en a certains qui arrivent à arpenter l'arbre séphirotique en faisant des aides comme ça. Ils basculent d'une polarité à l'autre. Ça sert à quoi de faire ça? Non, c'est que tu ne fais pas exprès, c'est ta sublimation qui est mal opérée. Mais un yogi de très haut niveau, un supraconscient de très haut niveau, il ne bascule pas entre les polarités. Il garde l'équilibre. Il monte de Hertz en Hertz, mais c'est-à-dire qu'il chute beaucoup plus brutalement et il évite certaines, c'est ce que j'appelle moi la salle blanche par exemple, contracter la phase hypnagogique, passer directement de Malkout à Tiferet et contracter la phase hypnagogique. Et tu te vois que tu fais sauter plein de sphères. Au plus tu descends brutalement, ton activité neuroélectrique, avec une gymnastique mentale, avec des trucs, parce qu'il y a des trucs pour ça. Il y a des techniques respiratoires, enfin c'est un travail. Je vais te dire, pour arriver de Malkout à Keter, c'est l'intensité d'une partie d'échecs à très haut niveau. C'est pour te donner le curseur. Celui qui se lance là-dedans en pensant qu'il va juste falloir se mettre en Padmasana ou assis relax sur un fauteuil de détente, ben, tu verras qu'avant d'arriver à trouver le truc,
ça nécessite énormément de concentration. Mais une partie d'échecs, tu es à 30 Hz, alors que là, il faut faire tomber l'activité. Non, mais c'est un comparatif. C'est un Ah, comparatif. ça n'a rien à voir. C'est un comparatif. C'est inversement proportionné. Autant la partie d'échec, tu vas monter, tu vas tendre vers l'hyperconscience, autant la chute de ton activité neuroélectrique, elle nécessitera autant de concentration. Aller dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Quand tu arrives à 1 Hertz, en haut, à Keter, tu as développé tout le long l'intensité, en concentration, l'intensité d'une partie d'échec à haut niveau. Est-ce que tu arrives à... Voilà, c'est pour te donner une appréciation. Ne crois pas que d'aller de Malkout à Keter, ça se fait comme ça. Ouais, je me doute. Mais alors, les novices qui veulent aller à Ah non, les novices, ils vont passer par les polarités. Voilà. Et ça leur dit quoi, ça? Ah ben, il y a des sphères de conscience différentes et ils sauront où ils sont allés. Et elles disent quoi, ces sphères de Ben, exactement pareil que les autres, ce sont des visualisations différentes. Tu rentres de visualisation en visualisation. Elles sont exactement pareilles. Mais moi, j'arrive à les contracter. Est-ce que tu arrives à comprendre? De 11 Hz, moi, je passe très vite à 6 Hz. Donc ces sphères de conscience, déjà, elles ne m'intéressent pas. La phase d'accélération luminique, je la fais super vite maintenant. Donc ces deux sphères, elles ne m'intéressent pas. Là, peut-être vers la fin, je vais commencer un petit peu à osciller, parce qu'avant de rentrer à 4 Hz, il y a la petite appréhension de la sphère d'Ahat, le frisson de la mort qui arrive. Donc là, tu peux un petit peu te déconcentrer, tu vas faire ça entre les deux polarités. Mais moi, je sais le rattraper assez vite et boum, je rentre en infrascopique. Le but, c'est de là à là aller le plus vite possible. Et là, entre le moins et le plus, qu'est-ce que c'est qui va changer dans les visualisations? Ah, tout. C'est-à-dire, le mec, il va faire ça, tac, 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 il va arriver là, il va visualiser quoi, par exemple? Ça, c'est plus... Bon, ben, admettons Gebora, il va voir des choses très dynamiques. Les visualisations et tout ce qui se passe, et l'accélération, c'est que ça s'appelle Gebora, ça va être très dynamique. Bina, ça va être beaucoup plus calme. C'est là que tu arrives à voir exactement où tu es. Maintenant, je ne vais pas tout te les détailler, là, il me faudrait une semaine. Et si tu ne le vis pas, tu ne comprendras pas. Parce qu'il y a des principes abstraits. Par exemple, tu arrives dans certaines sphères, tout est interverti, on dirait que c'est en négatif. Tu vois carrément comme dans une tomographie. Donc il faut le vivre parce que ce sera juste des mots pour toi. Et ça ne sert à rien que je te décrive des principes abstraits, des machins. Le but, c'est d'être dans l'équilibre, c'est-à-dire d'aller le plus vite possible, de contracter les phases qui sont un petit peu embêtantes. Ça, c'est les yogis de très haut niveau et les supraconscients de très haut niveau. Mais maintenant, alors, on va comprendre. Tu pars de là, hypnagogie. Et là, tu vas faire, même si tu déambules entre les polarités, c'est-à-dire que tu perds un peu ta concentration, tu verras, hop là, tu vas passer plus, moins, la sublimation, tu la perds un peu par moment. Quand tu te ressaisis, que tu te reconcentres, tu reprends la ligne droite comme ça. Parce que c'est le but, c'est d'arpenter cette ligne jusqu'en haut, jusqu'à 1 Hertz, c'est-à-dire le faire descendre le plus vite possible, éluder les polarités des deux côtés. Ben, deux polarités, deux sphères en sphère, tu auras des choses différentes. Est-ce que tu arrives à comprendre? Oui, mais Alors je te donne des couleurs. Là, ça sera jaune. Là, ça sera bleu. Là, ça sera orange. Là, ça sera violacé. Là, ça sera or. Là, ça sera argent. Est-ce que tu arrives mieux à comprendre que c'est très facilement reconnaissable? D'accord, oui, d'accord. Tu parles en termes de couleurs. On dit telle sphère, c'est la sphère au rouge. Telle sphère, c'est la sphère au jaune. Ouais. Comme ça, tu sais exactement où tu te retrouves. Et tu sais exactement où tu te retrouves. Est-ce que tu as compris? Non, j'ai compris. C'est plus facile comme ça, c'est pour ça que souvent les sphères sont colorées, parce que entre gens qui savent se servir de ce gradient, on ne va pas parler de Bina, Gebora, ou Yesod, ou Dat, ou peu importe, on parle en couleur. Parce que c'est l'ambiance que tu ressens quand tu arrives dans cette sphère de conscience. Ça sera bleuté, ça sera jaune-orangé, ça sera violacé. D'accord. Tu comprends? Ouais. C'est très différent de sphère en sphère, l'environnement est très différent. Donc tu arrives à comprendre qu'on peut mettre un gradient maintenant. Tu te dis, tiens, je suis allé en sphère jaune, tu sais exactement à combien tu étais. J'étais à 6 Hz ou j'étais à 8 Hz. Pourquoi? Parce que tu auras une couleur dans la sphère. Une couleur, ça ne veut pas dire spécialement la vraie couleur. Hein. Ça peut être approximatif. C'est surtout une ambiance. On appelle ça une ambiance. Et les ambiances, on leur a mis des couleurs. D'accord. Mais alors, si quelqu'un fait ça, il se retrouve dans telle ambiance. Qu'est-ce que ça peut être cette ambiance pour lui? Je veux dire, comment il va le matérialiser? Je viens de te le dire il y a 5 minutes. Oui, non, mais les couleurs. Tu n'es pas concentré sur mes paroles. Par exemple, Gebora est dynamique. Je te l'ai dit il y a 5 minutes. Gebora va très vite. Oui, mais dynamique, c'est un terme générique. Qu'est-ce qu'il va voir? Les énergies subtiles et les polarités vont se déployer très dynamiquement. Mais tu ne sais pas c'est quoi une énergie subtile, tu n'en as jamais vu. Donc là, je vais passer 3 semaines à t'expliquer.
Juste toi, il faut que tu comprennes que les sphères sont différentes Oui, mais ça, en j'ai bien termes de compris. couleur. Ouais, j'ai Donc compris ça. ça, tu arrives à le cerner, c'est la couleur. Donc est-ce que le bleu et le rouge sont pareils? Bah non, c'est les couleurs Eh opposées. ben voilà, quand tu arrives dans les sphères de conscience, je n'arriverai jamais à t'expliquer ce qu'est une énergie subtile tant que tu ne l'as pas vue. Par contre, je peux t'expliquer nos couleurs. Ah, d'accord. Voilà. Alors pour que tu le comprennes avec ton niveau de conscience, je préfère te parler en couleur. Parce que si je rentre avec le champ de conscience d'un supraconscient, tu ne vas rien comprendre. Je me doute, ouais, c'est sûr. Hein. Et je ne pourrai pas te traduire certaines choses, des polarités, comment elles se manifestent. Si tu les as jamais vues, tu ne sauras pas comment ça fonctionne. Des énergies subtiles, si tu les as jamais vues, tu ne sauras pas comment ça fonctionne. Moi, oui, mais peut-être ceux qui nous écoutent, ils sont déjà un peu passés par là. Ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas besoin de moi. Ah. Ceux qui nous écoutent et qui savent de quoi je parle, ça veut très bien se situer sur le gradient. L'arbre séphirotique, c'est l'outil parfait. Après, maintenant, si tu veux que je parle en termes abstraits, que je te dis, par exemple, il y a une sphère où d'un coup le ciel devient l'océan, quand tu arrives dans le Nawan, tu vois la mer, dessous, on dirait qu'elle remonte subitement et qu'elle devient le ciel. Ou comme toi, si tu avais fait un passage en avion de chasse sur le dos, tu te retrouves, c'est une transcendance, le ciel devient l'océan devient le ciel. Ouais, c'est bien de le dire aussi, ça. Ouais, mais je vais te faire que des métaphores comme ça de sphère en sphère, ça te dira rien de vraiment. Il vaut mieux parler de couleur. On change de couleur. Chaque sphère de conscience, à 11 Hz et à 10 Hz, c'est pas pareil. Ensuite, etc., etc. Tu vas passer du jaune, du bleu, du rouge, parce que ça, tu arrives à l'intégrer. Une couleur, tu sais la différencier. Si je commence à te parler de principes abstraits, ça ne va rien te dire. Hein, parce que tu ne les as pas vécus. Si tu avais vécu des séquences supraconscientes, même si tu étais allé juste à Tiferet, tu saurais exactement de quoi je te parle. Tiens, par exemple, entre Tiferet et Da'at, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis, décris-moi, alors que tu le sais. Moi, je le sais. Oui. Entre Tiferet et Da'at, Ouais. Tu connais. c'est l'accélération luminique. Ah voilà. Ouais. Donc tu me dis, j'en parle pas, si, j'en parle régulièrement. Ça, c'est l'hypnagogie, il va y avoir telle manifestation. Ça, entre là et là, quand tu arrives là, là, c'est le début du canal pranique, là, c'est la fin du canal pranique. Et ça, c'est le monde infrascopique. Alors, la quête, attention, si tu arrives là ou là, c'est pas mal déjà. Hein. Tu as fait une anstase mystique. Maintenant, si tu arrives à Keter à 1 Hz, et même au-delà, parce que tu peux aller 0,01 Hz, tu peux frôler la mort cérébrale hein, en faisant cet exercice. Le corps se défendra. Dès qu'il voit que tu vas trop loin, il y a un mécanisme de survie dans le corps humain qui te fera remonter ton activité neuroélectrique, repartir ta respiration, tes battements cardiaques. Personne n'est mort en faisant une séquence supraconsciente. Mais tu peux aller frôler le zéro parfait. Hein. Tu peux être à 0,1, 0,2 Hz. Il y en a qui flirtent avec la mort cérébrale quand ils arrivent à Keter. Et ouais. Si tu as des questions, c'est maintenant. Bah, alors, quand tu arrives à 0,01, C'est Keter. voilà, c'est Keter. Ceux qui ont fait des NDE, ils sont là, ils en sont là. Ceux qui ont fait une vraie NDE et qui sont allés jusque dans le monde infrascopique, ils ont fait Keter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les EMI sont si proches des séquences supraconscientes. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont frôlé la mort qui peuvent décrire le phénomène pareil qu'un supraconscient. Eh ouais, je me doute. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés de sphère en sphère, ils ont eu un accident, leur activité neuroélectrique a chuté brusquement. Quand ils sont arrivés à 4 Hz, ils ont eu Da'at, comme tous les gens qui franchissent 4 Hz, ils ont ressenti le frisson de la mort. Ils ont vu ce tunnel. Alors on te parle, les gens qui ont fait des EMI te parlent du tunnel lumineux, comme ça, etc. C'est juste le canal pranique. Le canal pranique, c'est un tube flexible. C'est pas un machin rigide, c'est un tube flexible qui ressemble à du liquide iridescent. On dirait un liquide iridescent. On dirait de l'eau sur laquelle tu as versé du gasoil ou de l'essence. Ouais, je vois. Tu as déjà été dans une station quand il pleut. Plein de couleurs différentes. Voilà, le canal pranique est un tube flexible qui bouge comme ça. C'est dans ce tube que tu vas prendre ton accélération. Et ce tube, on dirait, il semble être un liquide iridescent. C'est le hack. Et ce canal pranique, quand tu vas l'emprunter, ben, il se situe entre là et là. Donc tu me dis, oui, mais je ne connais pas, j'arrive pas à voir. Si, on en parle régulièrement des sphères de conscience. Celle qui nous intéresse, c'est la centrale. Celle-là et celle-là, c'est bien, on s'en fout. Ça sera différent, ce sera du bleu, du violet, du rouge. Il va y avoir des manifestations différentes, mais on n'en a rien à foutre. La finalité, c'est Keter. On va perdre du temps à te parler des couleurs alors qu'on s'en fout. Le but, c'est de partir de 11 Hz et d'arriver à 1 Hz. Et les kabbalistes juifs savaient parfaitement le faire, ça. En plus, ils fonctionnent énormément en son et en couleur.
Je ne vais pas dévoiler leur truc, mais je te garantis que ça marche bien. Ils fonctionnent en termes de son et de couleur. Ils se concentrent, ils font la vacuité cérébrale, ils font des modélisations de couleurs et ils se génèrent des sons, des ultrasons, des infrasons pour se caler avec la résonance du canal pranique. Parce que le canal pranique, c'est la fusion d'infrasons et d'ultrasons. Il génère des infrasons, parce qu'il prend sa source dans le centre de la Terre, cette induction électromagnétique, elle va jusque dans le noyau terrestre qui est chargé négatif. Donc là, ça produit des infrasons, des sons très 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 graves, très sourds. Et en montant dans l'exosphère, cette induction électromagnétique qui traverse ton système cérébrospinal et tous les animaux de la planète, il suffit que tu aies une colonne vertébrale, elle est parcourue par le canal pranique, par l'induction électromagnétique. Et cette induction électromagnétique, quand tu la parcours, quand tu arrives à... Alors je vais t'expliquer, certains me disent, mais c'est pas possible. Comment on arrive à projeter une psyché sur un fin cheveu électromagnétique? Parce que cette induction qui part du centre de la Terre et qui monte jusqu'à l'exosphère, polarisé négatif jusqu'à positif, quand tu l'empruntes, c'est électromagnétique. Comment tu peux, d'après toi, projeter de la pensée là-dedans? Comment une psyché peut arpenter? Alors attention, hein, quand tu fais ton voyage astral, les gens ne le ressentent pas, mais ils deviennent à la taille microscopique. Oui, voilà, Ce canal pranique, quand tu l'empruntes, cette induction électromagnétique qui est chargée d'électricité, de magnétisme et de hack, parce que les gens l'ignorent, mais il y a de la force vive consciente aussi là-dedans. Tu es tellement petit que ce fin cheveu électromagnétique, tu le vois comme un tunnel. On dirait que tu es dans un tunnel lumineux. Il est gorgé de hack, d'électricité, de magnétisme. Alors comment ça se fait que cette induction électromagnétique, elle peut véhiculer la psyché? Parce qu'il y a une explication. C'est une histoire de quoi? De Merkaba encore? D'électromagnétisme? Ouais, mais non, mais plutôt de l'électromagnétisme. Ouais, l'électromagnétisme. Bah, ça génère un mouvement, l'électromagnétisme. Non, mais attends. Comment traduire des pensées? Comment ça se fait que les pensées peuvent rentrer dans un fil de soie électromagnétique? Le canal pranique, quand il te parcourt, il part du centre de la Terre, il fait jonction avec le bas de ta colonne vertébrale, il traverse tout ton système cérébrospinal et il sort par le haut de ta tête et il va dans l'exosphère. Tous les animaux sont soumis à ça. Cette induction électromagnétique, elle fait masse avec tous les animaux, tous les êtres vivants de la planète. Comment véhiculer des pensées dans cette induction fine comme un cheveu de soie, un fil de soie, d'après toi? Bah, en faisant une séquence, c'est Ouais. Et alors, et après, comment tu projettes la psyché? Comment elle va rentrer là-dedans et pourquoi par le quatrième creuset, quoi. Ouais, mais comment et pourquoi? Là, je te parle plus d'électricité, de magnétisme. Ah oui, bah, c'est bipolarisé, donc ça crée un mouvement. D'accord, mais qu'est-ce qui rotatif. traduit ta psyché? Comment elle est traduite pour rentrer là-dedans? Elle se traduit comment? Il y a un codage, il y a un Oui, forcément, mais ouais. comment? Ah, putain, Tu as la réponse dans la question. L'électromagnétique, Ouais. ça te... plus c'est moins, quoi, je veux dire. Ouais, mais pourquoi? Parce que ça devient du hack, c'est bipolarisé. Donc... Non, tu t'éloignes. Dans ton cerveau, tes pensées, elles sont faites de quoi? L'électricité. Ah, bravo. Entre les synapses, les neurotransmetteurs. Ah ouais, d'accord. Les neurotransmetteurs. Ce que tu prends pour des pensées, c'est des signaux électriques. Ouais, c'est vrai. Des étincelles électriques qui vont à 10% de la vitesse de la lumière. Et ces signaux électriques, ils véhiculent des pensées. Ces pensées, électriques et électriques, c'est électromagnétique et électrique. C'est la même famille. C'est-à-dire que tes pensées qui sont encodées dans ces signaux électriques, tu peux les projeter le long de cette induction électromagnétique. Le codage, il reste. Tu envoies une partie de ta psyché, ton soi divin, qui est électrique. Tes pensées, entre tes synapses, entre tes neurotransmetteurs, c'est de l'électricité. Donc rien de plus facile pour des pensées que de se véhiculer le long de cette induction électromagnétique. Et ouais, forcément. Parce que des gens, des fois, se disent c'est pas possible, tes histoires de canal pranique, moi je n'y crois pas, et c'est pas possible, des pensées, elles ne peuvent pas surgir de la tête pour s'en aller ailleurs. Eh ben si. Eh ben si, parce que le son électrique, tous les échanges que tu as dans ton cerveau entre tes synapses, c'est des arcs électriques à 10% de la vitesse de la lumière. Alors, couplé avec le magnétisme, l'électricité, elle a la faculté d'accélérer. Et ça, je te mets au défi, tu vas dans un livre d'astrophysique ou de physique tout court, tu vas regarder même sur Google, parce que si tu vas sur force électromagnétique, on t'explique. L'électricité tout seul, elle va à 10% de la vitesse de la lumière, mais quand elle est couplée avec le magnétisme, elle atteint pratiquement la vitesse de la lumière.
C'est en rentrant dans ce canal qui est couplé avec le magnétisme que les pensées peuvent accélérer. Parce que de 10% de la vitesse de la lumière, elles peuvent passer à 300 000 km/s pratiquement. Il y a juste un petit travail de concentration. Après, pour atteindre le monde infrascopique, il faut passer d'Ahat, déjà le frisson de la mort, sans te réincorporer, parce que ça fait très peur, c'est effrayant. Et ensuite, là, ta psyché, c'est-à-dire le mur de la lumière à 300 000 km/s, aussitôt tu l'atteins, il est dépassé. Tu passes en tachyonique. Là, tu rentres dans l'univers tachyonique, tu as affaire au tachyon. Ouais. Ah ben, ça c'est clair alors, hein, tout ça. Et ça, les Égyptiens anciens de la magie Vous le Eka, savez. ouais, et les Juifs kabbalistes le savaient. Alors attends, les Égyptiens anciens, par contre, les Néans, ils marchaient sur 9 sphères. C'est-à-dire que celle-là, ils ne la comptaient pas et Malkout, il ne le comptait pas. Donc on passe à 9 sphères. Mais les Juifs kabbalistes, ils ont un petit peu plus amélioré le concept et ils sont passés à 11 sphères. Mais c'est pareil. Ouais. C'est pareil, ça parle toujours de baisser ton activité neuroélectrique. Alors ces gens-là savaient baisser leur activité neuroélectrique et bizarrement, M. Hertz, le monsieur qui a inventé les Hertz, quand il a inventé les Hertz, enfin quand il a cru inventer les Hertz, C'est calqué sur l'arbre. ouais, ça s'est calqué sur l'arbre séphirotique. Et les Juifs kabbalistes avaient découvert les Hertz plusieurs centaines d'années avant M. Hertz. C'est-à-dire que de 11 Hertz à 1 Hertz, ça te décrit une séquence supraconsciente. Tu vas de sphère de conscience en sphère de conscience. Les Hertz se rendent impeccables dedans. Ça me fait penser à quelqu'un du coup. Le Sefer Yetzira, c'est un manuel qui est aussi mystique que astrophysique, que physique quantique, que mécanique quantique. C'est du mysticisme allié à de la haute technologie. Je te promets. Ouais, c'est ça qui parle de l'arbre séphirotique, tout ça, le Sefer Alors, je Yetzira. vais te dire un ça truc. parle que de ça. Ah ben bien Il sûr. n'y a pas des paraboles ou des trucs comme ça, non. Ah ben non, mais après il y a une lecture, il faut connaître les termes hébreux parce qu'il y a des allégories et tout ça, bien sûr, tu ne peux pas le lire comme ça. Il faut savoir de quoi ça parle. Ensuite, je t'ai marqué la molécule du cristal de fer parce que un maillage séphirotique, parce qu'il faut savoir qu'au fur et à mesure des cubes, tu peux les empiler et tu peux les nouer entre eux. D'ailleurs, ça fera partie du noyau, on y arrivera quand on sera au noyau. Et tu verras exactement comment fonctionne l'univers. Là, j'en suis pas encore là. Mais tout est basé sur le maillage séphirotique dans le noyau. Quand on arrivera au noyau, d'ici plusieurs mois où on mettra le temps qu'il faut, ben, tu verras qu'on reviendra à ça. On se servira du yiking et de l'arbre séphirotique et tu comprendras comment l'univers fonctionne. Ouais. Mais là, tu auras une connaissance, si petit à petit tu l'intègres, tu auras une bonne connaissance du phénomène. Ouais. Alors la molécule du cristal de fer, c'est pareil, c'est-à-dire l'enchevêtrement que tu vois, il est représenté par l'atomium à Bruxelles. L'atomium, c'est 9 sphères, 4 sphères qui décrivent un cube et une sphère centrale qui est son barycentre. On appelle ça la molécule du cristal de fer. Et la molécule du cristal de fer est l'enchevêtrement basique de l'espace et du temps. C'est-à-dire tout ce qui est conçu dans l'univers a une base qui est calquée sur la molécule du cristal de fer. L'agencement moléculaire est basé sur la molécule du cristal de fer. Les molécules, quand elles s'assemblent, les atomes, quand ils s'assemblent entre eux pour former des molécules, ils ont l'enchevêtrement de la molécule du cristal de fer. Alors, comment ils ont fait les juifs kabbalistes et les prêtres de la magie Eka à l'époque pour connaître les molécules parce que les séquences supraconscientes te permettent de pénétrer le monde subatomique. Ça paraît bizarre, mais quand tu sais maîtriser ça, tu peux rentrer dans le monde subatomique. Tu peux aller même beaucoup plus loin que les quarks, puisque tu pénètres le monde infrascopique. Alors le monde infrascopique et les tachyons, pour te donner un ordre d'échelle, c'est-à-dire que quand tu atteins un atome, il y a un noyau et un électron. Et le noyau et l'électron sont super éloignés. Si le noyau était une pastèque, l'électron serait une balle de ping-pong à plusieurs kilomètres. Et bien, quand tu atteins le proton ou le lepton, c'est-à-dire les deux grains qui sont en train d'orbiter, il faudra que tu descendes encore plus petit pour trouver le tachyon. C'est-à-dire que le tachyon, il est aussi loin que la pastèque et la balle de ping-pong. Les tachyons sont encore des milliers de fois plus petits que les quarks. Ça défile lentement, mais il y a encore plus petit, c'est le tachyon. Alors, quand tu fais un parcours qui t'amène de notre dimension jusque dans les dimensions subatomiques,
Tu découvres comment fonctionnent les molécules, tu découvres comment fonctionnent les atomes, les quarks. Ouais, t'as tout compris, quoi. Bien sûr, bien sûr, les juifs kabbalistes, quand ils décrivent un enchevêtrement avec la molécule du cristal de fer, c'est qu'ils y sont allés. Hein. Je te parle de ça, la Kabbale juive, elle a démarré 3 siècles avant Jésus-Christ. Il n'y a que comme ça que tu peux le Bien savoir, de entendu. toute manière. Ce sont des gens qui, à l'époque, avaient plus de connaissances que des astrophysiciens de maintenant. Un astrophysicien, c'est des équations, c'est des papiers, c'est du stylo. Eux, ils y allaient en vrai. Un gars, il a besoin, les physiciens de maintenant, ils ont besoin d'accélérateurs de particules pour comprendre cette mécanique quantique. Et les kabbalistes de l'époque, une séquence supraconsciente, et carrément, ils y allaient dans le cœur de la matière. Tu peux faire aussi bien du cosmique que du subatomique quand tu sais te servir de l'arbre séphirotique. C'est lié, quoi. C'est-à-dire que les prêtres d'Amon, qui maîtrisaient la magie Eka il y a 5000 ans, au sortir de l'ère Nagada, au début de l'époque pharaonique. Bon, attention, le canon sous la 4e dynastie, Khéops, Képhren Mykérinos, la technique était déjà au point. Abouti, ouais. À partir de la 4e dynastie, ils étaient au top. Ces gens-là, ainsi que la tradition juive qui en a découlé, c'est-à-dire le Sefer Yetzirah, la Kabbale juive en général, ils ont plus de connaissances, ils avaient plus de connaissances que les plus éminents spécialistes chercheurs de maintenant. On a régressé parce qu'en fait, on se cantonne à essayer de faire de la science à tout prix et de s'arrêter là. C'est ce que je t'ai expliqué hier quand on a fait la première vidéo. Plus. Les CD dépassent la technologie. Ouais. Les CD dépassent la technologie. Le ITER, cet accélérateur de particules qui a coûté des centaines de millions d'euros, là où ils te font l'HC, là là où ils te font accélérer les particules, ça a coûté des centaines de millions d'euros, alors qu'un juif kabbaliste, ou un yogi de très haut niveau, ou un supraconscient de très haut niveau, une séquence supraconsciente, il va dans le monde infrascopique, il traverse les molécules, les atomes et les quarks. Qu'est-ce qui est plus efficace, les CD ou les accélérateurs de particules? Il n'y a pas photo, hein, bien sûr. La technologie est ridicule à côté des facultés supranormales liées à la force vive consciente. La technologie est ridicule. On a besoin de milliers de processeurs, etc. Enfin, on te fait des appareils pour communiquer, alors que des supraconscients de très haut niveau peuvent faire des projections de conscience. Tu vois ton interlocuteur, tu l'entends comme si tu étais devant lui. Donc, qui c'est qui est le plus mariole? Celui qui a mis des millions de dollars dans des processeurs ou celui qui arrive juste avec la volonté de la pensée? C'est clair. Il faut savoir se servir de sa glande pituitaire, de sa glande pinéale, descendre son activité neuroélectrique, une gymnastique mentale qui est beaucoup plus élaborée que la plus haute des technologies modernes. C'est clair. Hein. Quand tu entends ces infrasons et ces ultrasons, c'est par la glande pinéale, c'est bien sûr, ça, c'est pas les oreilles ni les yeux, c'est clair. C'est le cerveau en entier qui te fait raisonner. Après, moi, je suis pas un neurobiologiste. Hein. Là, pour te dire le son par où il est transmis, là, j'en sais absolument rien. Mais tu l'entends comme si c'était dans ton oreille interne. Tu l'interprètes, en fait, voilà. C'est du codage, tout ça. Ouais, c'est du codage. C'est du codage. Le cerveau sert d'interface. C'est une interface entre le monde éthérique et notre réalité. Traduit comment il peut traduire. Hein. De toutes les manières, nos sens organiques nous trompent. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On est dupé par notre système cérébro-spinal. Et quand tu arriveras au noyau, tu comprendras pourquoi, comment. Tu vas te dire, ah ouais, mince. Parce que petit à petit, je vais te démontrer qu'est-ce qu'on est vraiment, dans quoi on vit vraiment, et pourquoi on le voit comme ça. Parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Ah ouais. Nos sens organiques nous trompent, bien sûr. On est en pleine illusion, quoi. Maya, bien sûr, bien sûr. Et tu verras pourquoi et comment. Mais on n'y est pas encore, parce que je ne peux pas passer du coq à l'âne. Ça prendra encore longtemps avant que tu saisisses tous ces principes pour arriver au noyau. Si je te parle de suite du noyau, ça va te paraître tellement hors de portée de ton champ de conscience que tu vas décrocher. Non, chaque chose en son temps. Alors on revient, le récapitulatif. Magie Eka. Magie Eka qui est basée sur le bas et le Ka, donc les deux tétraèdres, qui forment quoi? Des cubes, qui ont l'agencement de la molécule du cristal de fer, c'est-à-dire 8 sommets, un barycentre. À partir de là, doucement, le Sefer Yetzirah va naître de cette tradition issue de la magie Eka. Sefer Yetzirah, c'est Néad, c'est ça? Alors, je vais t'expliquer. Les Néades, ça veut dire 9 sphères.
Les Néades égyptiennes, je t'ai dit, les Juifs ont rajouté 2 sphères, mais les prêtres du temple d'Amon se contentaient de 9 sphères. Ce sont celles-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le barycentre. Un cube, c'est 8 sommets et un barycentre. Les Juifs kabbalistes ont fait une extension pour faire comprendre aux disciples qu'il y a un maillage séphirotique derrière. C'est-à-dire qu'ils ont sublimé la magie Eka. Ils l'ont sublimé parce que la Kabbale juive a su en tirer la quintessence et surtout elle est allée beaucoup plus loin. Elle a dit oui, ok, la magie Eka, ils ont compris que le volume, c'est-à-dire que le monde subatomique contient en lui les dimensions. Mais après, il faut savoir comment tout ça, ça s'agence. Eh bien, il y a un maillage qu'on expliquera petit à petit. Alors, les Égyptiens anciens se contentaient des 9 sphères, donc des 8 sommets et du barycentre. Les Juifs ont amélioré le concept. Ils ont expliqué comment tout ça, ça s'articule. On y arrivera petit à petit. Alors, de cette magie Eka, qui était basée sur les 9 sphères, on arrive à l'arbre séphirotique. Et là, doucement, la Kabbale juive va être construite sur les Égyptiens anciens, quand ils ont commencé à décliner, c'est là que la Kabbale juive a commencé à émerger. Et ils ont su récupérer tout ce que ça avait la quintessence de ce savoir est contenue maintenant dans la Kabbale juive. Les Égyptiens anciens n'existent plus. S'il n'y avait pas eu les Juifs, enfin les Hébreux à l'époque pour faire la transition, ce savoir aurait été oublié. Il y aurait eu une autre manière encore de l'apprendre, c'est par le yiking, mais le yiking est encore plus impénétrable. La pensée asiatique est beaucoup plus compliquée à pénétrer que la pensée hébraïque ou égyptienne. Si tu as des questions, c'est maintenant. C'est une question qui est un peu... Du fait que ce soit les... C'est pour ça que... c'est une question un peu à la con, mais bon. Les Juifs pensent qu'ils sont les élus parce qu'ils ont... Mais ils sont. Mais je pense aussi. Considérés comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais je pense aussi. Hein. Il y a des gens, des fois, ils me disent ouais, mais tu vas pas te faire des amis chez les Juifs. Si tu dis ça, que ça vient de l'Égypte ancienne, c'est pas vrai. Moi, j'ai des amis séfarades qui ont compris parfaitement le principe. Mais surtout, quand tu leur expliques que tout ça, c'est issu... La magie Eka, elle remonte à 5500 ans. Elle remonte à l'ère Nagada, à l'époque pré-dynastique, pré-pharaonique. D'après toi, comment les Juifs ont su ça? En faisant des expériences aussi, quoi. Voilà, l'épisode, on te dit l'Exode, ils sont partis, ils avaient l'arche d'alliance. On te dit, la temple de Moïse, il y avait une colonne de fumée qui s'élevait de l'arche d'alliance, un truc flexible comme ça. D'après toi, c'est quoi ça? C'est le canal pranique. C'est le canal pranique. Voilà, c'est-à-dire, ils ne l'ont pas volé. Maintenant que tu sais que Moïse, c'est un personnage synthétique qui est le regroupement de Akhenaton, Toutmoses III et Amosis Ier. Ils ne peuvent pas se voler eux-mêmes, puisque c'est des pharaons qui participaient à ces cérémonies. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les Hébreux faisaient partie des Shemsuor. C'est-à-dire la caste de moines soldats était partiellement tenue par des Hébreux. Alors Shemsuor, c'était une coalition à l'époque. Les spécialistes de cette magie Eka, qui remonte à l'ère Nagada, qui s'est poursuivie à peu près jusqu'à la 7e, 8e dynastie. Après, ils sont tombés, ils se sont sous-marinés, ils sont tombés dans des sociétés secrètes. Eh bien, cette magie Eka, en partie, elle était soutenue par les Shemsuor, et en partie, les Shemsuor étaient des Hébreux. Ouais. C'est une coalition de gens au top. Il y avait des Sumériens, enfin plutôt des Akkadiens, qui étaient les descendants des Sumériens. Il y avait des Égyptiens anciens. Il y avait des Indo-Européens parmi les Shemsuor, parce que la Méditerranée c'était petit, il y avait des voyages, il y avait des Phéniciens. C'était une coalition, les Shemsuor. Ils prenaient l'élite de l'élite. Pour rentrer dans les Shemsuor, c'était comme rentrer maintenant dans la Légion étrangère. Il fallait avoir le niveau. Alors non seulement le niveau physique, parce que c'était des soldats, mais le niveau intellectuel. Donc là, on dépasse la Légion étrangère. Là, tu rentres les Shemsuor avec le niveau d'ingénieur de maintenant. Ce sont eux qui ont conçu les pyramides. C'est pour ça que, que quand des gens te disent les Juifs ils vont être vexés, faux. Les Juifs ils sont à la source de cette science. La magie Eka, elle a été créée il y a 5000 ans par les ancêtres des Hébreux, par les ancêtres des Juifs. Ce sont eux qui ont posé les fondations de cette cartographie spirituelle. Pourquoi? Parce que les Hébreux ont fait partie des prêtres du temple d'Amon.
À l'époque, les Égyptiens, je vais t'expliquer comment ils fonctionnaient. En Égypte, on ne favorisait pas spécialement des Égyptiens, on favorisait les meilleurs. C'est pour ça que la garde personnelle du pharaon, c'était les Nubiens. Par tradition, ce n'étaient pas des Égyptiens qui gardaient le pharaon, c'était des Nubiens. Parce qu'ils étaient costauds physiquement, ils étaient plus grands que les Égyptiens de base et c'était des archers exceptionnels. Alors la garde d'archers de pharaon, c'était des Nubiens, ce n'étaient pas des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Nubiens étaient meilleurs. Et les prêtres du temple d'Amon, ils ont pris des Hébreux, ça s'appelait Ibri à l'époque, hein, IBRI. Ils ont pris des Hébreux, pourquoi? Parce que c'était les meilleurs dans les séquences supraconscientes. La décorporation mystique n'avait aucun secret pour eux. Donc il n'y a pas de mal à dire que la transition qui a été faite entre les Égyptiens, les Hébreux, la Kabbale juive et les Juifs modernes de maintenant, c'est un processus, c'est-à-dire que les Juifs sont issus d'une tradition qui remonte à plus de 5500 ans. Tout ça, ils le maîtrisent dans leurs artères et dans leur ADN et dans leur psyché depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que les Hybrides à l'époque faisaient partie du clergé égyptien. Pourquoi? Encore, je te le redis, parce que c'était les meilleurs. Ça reste les meilleurs. Hein, ouais. Les Nubiens faisaient partie de la garde royale, de la garde pharaonique, parce que c'était les meilleurs. Les Égyptiens favorisaient l'excellence. Ils ne favorisaient pas spécialement un Égyptien, ils favorisaient le meilleur. C'est pour ça qu'il y a des passages dans la Bible où Jacob, un hébreu, se hisse au titre de vizir. Il arrive, il est dans les hautes sphères du gouvernement égyptien. Ce sont des paraboles. Ouais, d'accord, mais c'est pas pour rien. Hein. Putain, ça s'éclaire petit à petit, hein, tout s'imbrique. Alors, je vais revenir dessus un principe que les Égyptiens anciens et donc les Juifs kabbalistes connaissent, mais que les astrophysiciens et les physiciens quantiques ne savent toujours pas. C'est le K et le bas qui contiennent les dimensions. On a parlé hier, ça, de ça. Ouais, alors je le répète parce que ça s'appelle un lissage, je refais encore un lissage. Les astrophysiciens, actuellement, si tu interroges les 100 meilleurs actuellement, ceux qui font des collèges d'experts, qui se réunissent, qui parlent du modèle standard, tu réunis les 100 meilleurs, tu leur dis d'où sortent les dimensions, ça marche comment, et le temps. Vous pouvez l'expliquer? Ils sont vachement embêtés pour te le dire, mais ils sont super emmerdés. Alors ils te disent, il y a une expansion, l'univers rentre en expansion, etc. Les galaxies accélèrent de plus en plus vite. On dirait qu'il y a quelque chose comme si on soufflait dans un ballon. D'ailleurs, les astrophysiciens, pour t'expliquer le mouvement de l'inflation de l'univers, ils prennent un ballon, ils font des petits points, ils soufflent et on te montre les galaxies qui s'écartent. C'est faux, c'est archi faux. Les 3 dimensions sont contenues dans l'infiniment petit, dans le monde subatomique. Les tachyons sont des singularités qui contiennent hauteur, longueur, largeur, temps. Ça paraît bizarre à comprendre, mais je te garantis que les dimensions, elles sont issues du monde subatomique. C'est un principe qui est encore trop au-dessus du cerveau de Sapiens Sapiens. Même les astrophysiciens, ils ont du mal avec ça. L'infiniment grand et l'infiniment petit sont séparés par une feuille de papier. C'est une maxime taoïste. C'est bien chaud tout ça. Ouais, mais quand on arrive au renoyau, tu vas tomber de l'armoire. Je me doute. Hein, quand tu sauras vraiment qui tu es, t'es creusé, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est l'univers, là tu vas tomber à la renverse. Et comment tu arrives à vivre comme ça, toi, en le sachant? Tu vis avec. Enfin, tu fais abstraction après, tu fais quoi? Non, c'est pas ça. C'est choquant au début, parce que ton cerveau n'est pas configuré pour ce genre de vérité. Mais une fois que tu es confronté à ça, après, ça s'éclaire comme... je sais pas, ça devient lumineux, ça devient une source d'eau pure. Tu te dis, ah ouais, mince. C'est-à-dire, il faut prendre un marteau et un burin et décristalliser ta psyché. Ouais. Et quand tu en arrives là, tu prends un marteau et un burin et tu enlèves toutes les concrétions. Et là, boum, tu te dis, ah ouais, d'accord. On est très éloigné de ce qu'on a été et de ce qu'on sera encore bientôt. On vit dans une gigantesque illusion. Mais j'ai appris à vivre avec, hein. Ça ne m'empêche pas de vivre.
Après, ça te rend vachement plus neutre. Tu ne tombes plus dans l'exaltation du bonheur et tu ne tombes plus dans la tristesse. Moi, ça m'arrivait quand j'étais plus jeune d'être ou très triste ou très joyeux. Ça ne m'arrive plus. Maintenant, j'ai une psyché, elle est très, très, très neutre. C'est un peu grâce ou à cause de ça. Tu perds ton exaltation quand tu arrives, mais tu perds aussi ta mélancolie. Enfin, moi, je préfère l'être que je suis maintenant que l'être que j'étais avant. Ça m'a bouleversé de comprendre à quoi j'avais affaire et dans quoi on était, qu'est-ce que c'est. Ça m'a bouleversé au début, mais je m'y suis fait assez rapidement. Ouais, mais après, quand tu vis comme ça, comme un être normal, tu ne penses pas toute la journée à ça. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une raison physiologique, psychophysiologique à ça. Notre ego est antagoniste à notre soi divin. C'est-à-dire que pour que tu sois confronté à cette vérité absolue, il faut que tu sois à 1 Hertz, à Keter, à 1 Hertz d'activité neuroélectrique. Tu es dans le monde infrascopique. Mais notre ego, il évolue entre 20 et 30 Hertz au quotidien. Conduire une voiture, discuter, etc., c'était entre 20 et 30 Hertz. Tu comprends bien qu'au quotidien, moi j'ai mes préoccupations d'homme du quotidien. Parce que je suis entre 20 et 30 Hertz. Mais le soir, quand je fais ma séquence supraconsciente, et que si j'arrive à atteindre par bonheur 1 Hertz, parce que c'est pas tout le temps, je te l'ai dit, c'est pas systématique. Hein. Des fois je bute entre Tiferet et Da'at. Je rate ma phase d'accélération luminique, c'est pas systématique. Mais quand j'ai le bonheur d'arriver de faire un samadhi, une instase mystique, que j'arrive à Keter, là je redeviens mon soi divin, mon Kadmon. Et je te dis qu'il n'a rien à voir avec l'ego. Et maintenant, mon soi divin et mon ego, ils sont à peu près en osmose. Je me suis autant habitué, non même, je te dis des bêtises, pour moi la maison c'est là-bas. Les sensations le sont, mais je suis attaché, c'est le tsana, je suis attaché à notre réalité parce que je suis attaché à mes enfants, je suis attaché à mes parents, je suis attaché à mes amis. Donc l'ego, mon ego, il m'a ancré dans cette réalité. Pourtant, je sais exactement à quoi on a affaire, mais ça ne me bouleverse plus depuis longtemps. Bah, tu vis ce que tu as à vivre et puis c'est tout. Hein. Puis le jour où c'est fini. Je me dis que si ça a été conçu comme ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Je n'ai pas encore de 5e creuset, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette démarche divine. Mais je me dis que si ça a été créé comme ça, c'est qu'il faut le vivre comme ça. Il ne faut pas être trop ancré dans la réalité au profit en faisant abstraction de la spiritualité. Il ne faut pas non plus trop vivre dans la spiritualité parce que ça te détache de ta réalité. C'est un modus vivendi, c'est une alchimie entre les deux. Il y a un juste milieu. En fait, il faut se réserver des moments. Au quotidien, je vis une vie normale d'humain lambda parce que je laisse libre cours à mon ego. Mais le soir, quand je veux atteindre l'instase mystique, je deviens quelqu'un d'autre. Je vais à la rencontre de mon soi divin, mais je me suis ménagé ma bulle. Je sais que de 23h à minuit, je fais ma séquence supraconsciente. Il faut un temps pour tout. Bon, j'ai d'autres questions, mais on n'a pas parlé de ce qui est Zohar ou la Torah, tout ça par exemple. Mais alors attends, Sefer Yetzira, Zohar, Massé Bereshit, Massé Merkaba, c'est la Kabbale juive. J'utilise des termes, c'est des chapitres, c'est des livres différenciés, mais tout ça, ça appartient à la Kabbale juive. Donc si je te pose une question par exemple. Un zohariste, un juif kabbaliste, moi je ne sais pas si tu as vu, j'utilise souvent le terme juif kabbaliste, mais quand je fais des commentaires ou quand je fais des publications, j'utilise le mot zohariste, parce que le mot zohariste convient beaucoup mieux. En fait, le Zohar, le Sefer Yetzira, le Massé Bereshit, le Massé Merkaba, tous ces livres n'en font qu'un, ce sont des volumes qui n'en font qu'un, c'est ça la Kabbale juive. Ouais. D'accord. Donc quand tu parles de ça à quelqu'un, tu lui dis tiens, lis le Zohar, mais il faut qu'il lise tout en même temps, quoi, tout ce qui est la Kabbale, hein. Sinon il y aura des manques. Voilà, non mais de toute façon, si tu te plonges dans le Zohar, forcément tu vas découvrir le Sefer Yetzira et le Massé Bereshit et le Massé Merkaba, forcément. Alors moi j'avais une question peut-être, alors on sait que le Zohar est l'approche la plus spirituelle dans la religion juive. Où sont les similitudes et les complémentarités entre le Zohar et la Torah? Qu'est-ce que ça a à voir la Torah du coup? Mais la Torah c'est la Torah. Alors je vais t'expliquer, la Torah c'est une compilation de textes antérieurs. La Torah, elle regroupe des textes qui sont issus de Sumer et de Akkad, qui sont calqués sur l'épopée de Gilgamesh.
elle compile des textes qui sont assyro-babyloniens, donc sur Sargon. Elle compile des textes qui sont tirés du culte rao-syriaque, et il y en a beaucoup là par contre, 18e dynastie, le culte réformé. Et elle compile aussi un peu des éléments qui viennent du Zend-Avesta, de la culture perse. Donc la culture de la Torah, on ne peut pas dire que c'est une culture, c'est composite. C'est une compilation de traditions de peuples antérieurs. Par contre, comme d'habitude, les Juifs, ils en ont tiré une sublimation de tout ça, ils en ont tiré la quintessence, et de cette sublimation est née la Kabbale juive. Alors par contre, la Torah, elle a deux niveaux de lecture. Elle a le niveau Talmud et elle a le niveau Zohar. C'est pour ça qu'on dit chez les Juifs, il y a les talmudistes et les zoharistes. Ils ne sont pas pareils. Il y a les exotériques talmudistes et il y a les ésotériques zoharistes. Il y a deux voies comme dans toutes les religions. Mais dans la Torah, il y a tout. C'est simplement la manière de le lire. La Torah, il y a deux niveaux de lecture. La Torah contient plusieurs niveaux. Mais les deux niveaux vraiment antagonistes sont le niveau talmudiste et le niveau zohariste, c'est-à-dire le niveau le plus ésotérique possible et le niveau le plus exotérique possible. Ce sont les deux niveaux opposés. Ça compose le Pardes, on appelle ça. D'accord. Et c'est pareil pour les musulmans quand. Pareil. Voilà. Ben, le Coran, tu le lis comme un sunnite, qui sont fondamentalistes, tu vas lire page après page, il ne faut pas l'interpréter. Le prophète est le sceau de la révélation, il ne faut retirer ni aucune virgule, ni en rajouter. Tu lis ce qui est écrit, point. Ça, c'est la tradition sunnite, elle est fondamentaliste. Mais ensuite, par exemple, les soufis, ou dans des voies ismaéliennes, ou dans certaines voies chiites, il y a la lecture ésotérique. Dans le Coran, on appelle ça le batin. Ça s'écrit B-A, accent circonflexe, T-I-N. Et ça, c'est la lecture profonde. Et bon, il y a aussi un codage numérique, parce que le Coran est l'un des livres religieux qui a été le plus codé numériquement. Alors, par exemple, deux des clés pour percer le Coran. Alors là, les sunnites, ils sont réfractaires, ça, il ne faut pas leur en parler. Mais les soufis et les ismaéliens et certaines traditions musulmanes connaissent très très bien que tu as une autre interprétation du Coran si tu connais les clés qui sont sur le 18, ou sur le 19 ou sur le 8. Le 19 qui est la date de naissance du prophète, le 19 juin, et le 8 qui est la date de mort du prophète, le début de la Sunna. Donc le 19 et le 8 font partie des chiffres qui ont codé le Coran. Alors je te donne un exemple, 19, ça veut dire deux choses. Ça a été choisi. Alors le prophète, on sait quand il est mort, le 8 juin, bon, on sait quand il est mort, on ne sait pas quand il est né. C'est-à-dire le 19 juin, ça a été choisi pour des raisons mystiques. Alors pourquoi ils ont pris le 19 d'après toi? Bon, le prophète pas, né... une soustraction, 8 moins, 9 moins 1, ça fait 8, ça a un rapport avec là, je sais pas. Il y a une raison très précise. Le 19, ça te dit rien? Tu t'es jamais intéressé à l'astronomie? Le chiffre 19, il est très connu des astronomes. Ça te dit rien? Non, pas du tout. Alors c'est le chiffre de Méton, M-E-T-O-N. La Lune, tous les 19 ans, elle se synchronise avec le calendrier solaire. Ouais, on appelle ça le cycle de Méton. Et les musulmans qui étaient des astronomes, mais vraiment très très bons, c'est-à-dire que jusqu'au XIIIe, XIVe, XVe siècle, les Arabes avaient de l'avance sur les Occidentaux. C'était des meilleurs médecins, c'était des meilleurs astronomes, ils étaient bien meilleurs que les Occidentaux. Et comment t'expliquer, le batin te révèle leur niveau de science. Quand tu rentres dans la numérologie arabe, quand tu sais te servir de ce chiffre, du cycle de Méton, et que tu sais surtout, attention parce que le Coran aussi c'est un calendrier luno-solaire, hein. Si tu sais bien après te servir de cet outil, du batin, du 19 et du 8. Alors le 19 aussi il a une valeur symbolique parce que c'est l'unicité et la multiplicité, 1 et 9. Et le Coran est basé sur ça, sur l'unicité qui se déploie en multiplicité, mais qui revient toujours à l'unicité, c'est le 1 et le 9. Le cycle de Méton luno-solaire et tout et rien, ça fait que le 19 a été choisi pour encoder le Coran. Après, il faut savoir s'en servir. Hein. Moi, je te dis ça, tu prends un Coran, tu prends le 19, tu ne vas rien comprendre. Hein. Ouais, ceux qui ne comprennent rien vont trouver ça capillotracté quand même. Ouais, toutes les sourates commencent par Bismillah. Et Bismillah, il est codé en 19. Alors déjà, tu sais à quoi tu as affaire. Ouais, mais... Chaque sourate commence par Bismillah. Et Bismillah, en numérologie, quand tu le codes, c'est 19.
Il y a le 8 aussi qui est encodé dedans, mais je ne vais pas le dévoiler parce que je ne veux pas faire offense aux soufis. Et je sais qu'il y a des choses, ils n'aiment pas qu'on en parle, donc je m'arrête là. Je ne vais pas te dévoiler trop de choses. Mais tu sais déjà qu'il y a une deuxième lecture dans le Coran. Il y a la lecture de surface et il y a la lecture avec le batin. Ouais. C'est pareil dans les écritures juives. Si tu n'as pas le sod, si tu n'as pas la faculté de lire le sens caché des écritures, donc si tu n'es jamais allé à Keter, ben, tu pénétreras jamais la mystique juive. Il faut avoir le sod, sinon c'est que des allégories. Attention, c'est pareil pour les évangiles, véridiques. Je salue un ami, un ancien séminariste, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, avec qui je parle longuement sur Facebook. On a des argumentations sur la Bible, bien que ce ne soit pas ma religion, hein, moi je suis taoïste, mais j'aime bien parler avec lui parce que bon, il s'y connaît quand même. Mais on est opposés parce que moi j'ai la lecture avec le sod et lui la lecture de surface. C'est-à-dire lui il connaît par cœur tout ça, la liturgie, tout ça, il est calé, il est impeccable. Mais certaines allégories lui sont complètement étrangères. Il n'a pas compris le sens caché de certaines choses dans les évangiles. Parce que les évangiles aussi sont codés. Il faut le sod aussi pour pénétrer les évangiles. Quelqu'un qui a le sod, qui connaît le sod dans les lectures hébraïques, ça devient du petit lait les évangiles pour lui. Si tu sais maîtriser le Sefer Yetzira, tu vas lire les évangiles sous un nouveau jour. Tu vas comprendre ce qu'est la Jérusalem céleste, les 24 vieillards, les 4 vivants. Toutes les allusions des évangiles et de l'Apocalypse, elles vont t'apparaître comme des évidences. Parce que tu te seras imprégné du Sefer Yetzira et de l'arbre séphirotique qui est la cartographie du processus supraconscient. Et les évangiles sont bâtis sur ça aussi. Alors il n'arrive pas à l'intégrer, ça mon ami. Hein. Quand je lui parle, que je lui explique preuve à l'appui, c'est très dur pour lui. Les cristallisations partout. Hein, Ouais. C'est-à-dire qu'un taoïste, un chinois, on lui apprend le Tao depuis son enfance. Et il ne rentre que des forces fondamentales dans son cerveau, des bipolarisations, c'est-à-dire des principes abstraits. Le jour où il fait une anstase mystique, où il fait une séquence supraconscience, ce processus-là, il ne va pas voir des anges, des démons, des archanges, il va voir que des énergies subtiles se recombiner entre elles. Alors qu'un catholique, par exemple, qui veut se lancer dans cette discipline, entre là et là, la phase la plus impressionnante, il va avoir que des démons de partout. Son système limbique va traduire tout ce qu'il voit, toutes les énergies subtiles et les forces fondamentales, il va le traduire en ordre d'archange ou de démons. Pourquoi ? Parce que son enseignement chrétien lui aura scindé sa psyché en deux, en termes manichéens. Et dès qu'il y a quelque chose un peu qu'il n'arrive pas à comprendre, il va essayer de l'interpréter soit en termes angéliques, soit en termes démoniaques. Et entre Malkout et Tiferet, un catholique, il est perdu. Hein. Le mec, il est bon enfermé chez les fous, même des fois. Hein, parce qu'il aura vu tellement de choses bizarres. Sa psyché est légèrement malade. C'est comme une maladie, le christianisme. C'est une atteinte à la psyché. Ça te fait rentrer tellement de fausseté et de cristallisation mentale que quand tu veux aller à la rencontre de ton soi divin, tu n'y parviens pas. Le christianisme a bétonné le passage. C'est vraiment, ça devient imperméable. Ah, c'est fait exprès peut-être. C'est le noyau dur qui a gardé la c'est les Byzantins qui ont fait ça. C'est dramatique ce qu'ils ont fait. Ils ont dénaturé une doctrine à leur profit. Ils connaissent le processus psychophysiologique, ils l'ont gardé pour l'élite, comme ont fait à une époque les Hébreux ou les prêtres du temple d'Amon. Ça a été noyauté. Et 99% des chrétiens, des fidèles, ils n'ont affaire qu'au dogme, à la lecture de surface. Ils ne savent même pas qu'il y a la recette dans les évangiles et dans l'Apocalypse pour atteindre l'anstase mystique. Pourquoi ? Parce que quand un chrétien va voir un curé à la fin de la messe et qui lui dit « Monsieur le curé, ça veut dire quoi que la Jérusalem céleste, c'est un cube brillant de 1000 feux ?» Ben, un curé va lui dire « Oh, c'est rien, c'est une image. Dieu, c'est des images. » Alors qu'un juif kabbaliste de très haut niveau, il va prendre le gars, il va lui dire « Viens, je t'explique. Ça s'appelle un cube métatronique, c'est un état de conscience. Voilà, je vais t'expliquer comment c'est fait. » Le christianisme est basé sur des dissimulations, de l'hypocrisie, des mensonges éhontés, des plagiats. Il ne faut pas y accorder trop d'importance. Hein. Tant qu'à faire, si tu veux aller à la rencontre du vrai Christ originel, il s'appelle Wazir. Il a 5500 ans, il s'appelle Osiris. Il remonte à l'époque Nagada. Ça, c'est Christ originel.
Si tu t'intéresses au culte ra-osiriaque, tu auras déjà l'allégorie, la lecture de surface, donc la vie, la mort et la résurrection d'Osiris, avec toute la thématique Seth, le combat avec son frère, avec Isis, Nephthys, ses deux sœurs, avec Thoth, Maat, la pesée du cœur, toute cette symbolique, ces allégories, c'est le culte ra-osiriaque. Si tu rentres en profondeur, tu passeras à l'Énéade, aux 9 sphères qui composent le cube. Là, tu rentres dans... Et si vraiment tu es très bon dans l'Énéade, c'est-à-dire si tu deviens un bon ésotériste, tu te plongeras dans quoi? Dans la magie Eka. Et tu auras le niveau d'un kabbaliste de très haut niveau. C'est-à-dire la progression, c'est culte ra-osiriaque, Énéade, magie Eka. C'est 3 gradients. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'étude de tout ça, même du christianisme, qui se lance dans l'étude du culte ra-osiriaque, c'est plein de textes, le texte des pyramides, la Douat, il y a plein de textes que tu peux regrouper, ça te fait un bon recueil. Tu en as pour plusieurs semaines, parce que c'est dense à lire. Hein. C'est pas quelque chose que tu vas lire en 3 soirs, comme ça. Hein. Une fois que tu es imprégné du culte ra-osiriaque, tu te passeras à l'Énéade, comment fonctionnent les 9 sphères de conscience. Et quand tu seras aguerri, tu passeras à la magie Eka, la sublimation entre le Ka et le bas, et monter de sphère en sphère pour atteindre l'enstase mystique. Parce que les Égyptiens anciens connaissaient parfaitement le processus. La syntonisation karmique, elle se situe là. Si tu veux savoir la pierre philosophale, quand tu arrives à Keter, que ton 4e creuset est parfaitement activé, ben ça se situe tout en haut de l'arbre séphirotique. C'est ça, le grand œuvre. Oui, on a parlé hier. Et Lines of Aor, alors qu'est-ce que ça désigne quoi? Keter, c'est la même chose? Lines of Aor, je vais t'expliquer. Tiens, tu poses une bonne question. Je fais un point. Je fait un point. Ça, c'est l'Aïn. L'œil. C'est l'Aïn, c'est un point. Lines of, c'est le premier cercle au-dessus. C'est la liaison. Lines of Aor, c'est tout le reste. Parce qu'il y a une rétractation, c'est le Tzimtzum. Pareil que chez les Égyptiens anciens. L'univers s'est contracté. C'est-à-dire Dieu, la force vive consciente, dans son unicité, dans sa plénitude, elle a fait une rétractation en son sein. C'est-à-dire elle a résorbé une partie de cette plénitude, de ce bain atome, c'est-à-dire cette énergie consciente qui est regroupée dans l'antéversus, s'est rétractée et elle s'est diminuée. Et en son centre, c'est ça la yin. C'est la rétractation jusque quand tu tombes dans le tachyon, c'est-à-dire c'est le niveau subatomique. C'est-à-dire que l'Ain Sof Aor, il est inatteignable sauf si tu meurs. Si tu meurs, tu vas dans l'Ain Sof Aor. Mais par contre, l'Ain est accessible. Parce que l'Ain, par exemple, si tu descends au niveau subatomique, tu peux passer par le cosmos, hein, parce que si tu rentres par Sagittarius A', par le trou noir central de l'univers, tu es comprimé dans la matière aussi, c'est pareil. Mais si tu passes par le monde subatomique, tu descends, tu atteins quoi? L'Aïn. Et là, ton soi divin va se manifester. Mais comme il est de même nature que l'Aïn Sof Aor, l'Aïn est de même nature que l'Aïn Sof Aor. Quand tu auras atteint le monde infrascopique, tu arrives où? De partout. Tu te retrouves de partout et nulle part à la fois, à toutes les époques du passé, du présent, du futur. La jonction avec l'Aïn te fait la connexion avec l'Aïn Sof Aor. D'accord. Parce qu'ils sont de même nature. D'accord. Ok. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, non? Pas comme ça, non. Non, là c'est plus précis, quoi. Parce que je voyais pas trop la différence entre le Keter, cette sphère de conscience, et l'Ain Sof. Ben, alors, Aïn, l'Aïn, il est accessible avec Aya, avec la sphère de conscience, avec l'interface Aya. L'Ain Sof Aor, il ne sera accessible qu'avec la sphère de l'interface Yechida. C'est-à-dire, actuellement, le 5e creuset, il est hors de portée de notre champ de conscience. Nous ne pouvons pas atteindre l'Ain Sof Aor, et surtout, si on l'atteint, on ne saura pas l'analyser. C'est hors de portée de notre champ de conscience. Quand tu atteins l'Aïn, et que tu dilues ta psyché dans tout l'univers, ben moi, j'arrive pas à analyser des fois à quoi je suis confronté. C'est tellement au-delà de notre champ de conscience qu'on en ramène ce qu'on peut, avec notre cerveau de sapiens sapiens. Et quand on sera doté d'un 5e creuset, là on n'aura pas accès à l'Aïn, on aura accès à l'Aïn Sof Aor, on aura accès à Yechida. Mais on n'y est pas encore. Hein. D'accord. Ouais, c'est plus clair là. Ouais.
C'est bien. Bah écoute, je sais pas si j'ai encore une petite question Alors, ou pas. je ne sais pas si on va conclure. Ouais. Je te refais le cheminement central. C'est ça qui est important alors, dans les sociétés secrètes, on parle de Jachin, Boaz, Maat. Yachin, Boaz, Maat. Ça veut dire rigueur, miséricorde, équilibre. Ce qui est important, c'est la sublimation, de sphère en sphère, même si tu zigzagues pas, si tu arrives à contracter tes étapes, si tu contractes tes étapes, que tu arrives à passer facilement de 11 Hz à 6 Hz, tu fais une chute brutale d'activité neuroélectrique, ben, tu t'aperçois que cette sublimation, elle est centrale. La colonne d'équilibre entre Yachin et Boaz, ben, il faut apprendre à la sublimer. Donc tu vas faire Malkout, Yesod, Tiferet, Da'at, Keter. Tu pars de simples manifestations hypnagogiques pour arriver à l'anstase mystique. C'est-à-dire, en haut, ton soi divin va se manifester et tu vas pouvoir le diluer avec le tout. Tu vas faire plus qu'un avec l'émanation de la substance divine. Alors là, pour finir, je reviens encore à la parabole du dé à coudre. Je fais un lissage, j'y reviens souvent. Si tu prends un dé à coudre d'eau de mer, tu recueilles un dé à coudre d'eau de mer dans la Méditerranée, tu traverses toutes les Pyrénées, tout ça, tu vas à Biarritz, côte atlantique, et tu verses ton petit dé à coudre d'eau de Méditerranée, tu le verses en Atlantique. Il va se retrouver où ton petit... Ouais, elle se trouve partout à la fois, et recombiner. Elle va se recombiner partout, elle va ni être ni en Méditerranée, ni en Atlantique, elle va être partout. Parce que H2O se recombine avec H2O. Et cette goutte d'eau, elle va se retrouver partout et nulle part à la fois. C'est ce qui arrive quand tu atteins l'Aïn. Quand tu arrives à Keter, que tu atteins l'Aïn est de même nature que l'Aïn sauf Aor. Donc quand tu atteins l'Aïn, ta psyché se retrouve partout et nulle part dans l'univers, à toutes les époques du passé, du présent et du futur. Pourquoi? Parce que le tachyon, Il y a tout dedans. le tachyon a la possibilité de se véhiculer dans les deux sens. Nous, notre réalité, elle n'a qu'une seule flèche de temps. Elle part du passé vers le futur. Alors qu'un tachyon, lui, il déambule sans arrêt entre le passé, le présent et le futur. Ça paraît bizarre, mais le tachyon, il soutient l'armature de la réalité, de toutes les réalités, dans tous les multivers, dans tout ce que tu veux, dans le passé, le présent, le futur. C'est-à-dire, nous, on pense que le passé est fini et qu'il n'a plus d'existence. Eh bien, regarde les vidéos de Philippe Guillemont ou d'autres astrophysiciens, le passé, il a encore une existence. Ouais. Le passé existe encore, c'est-à-dire l'homme que tu fus il y a 20 ans, il est encore en train de se manifester dans le passé. C'est simple, si tu prends un jour, si on avait la possibilité d'aller au-delà de la vitesse de la lumière mécaniquement, tu te baladerais dans le temps. Si tu peux retourner dans le passé, c'est qu'il existe encore. Le passé, le présent, le futur ne forment qu'une seule entité, c'est la même chose. Aussi bien l'infiniment petit est aux portes de l'infiniment grand. Je te l'ai démontré parce que c'est le monde subatomique qui déploie les dimensions. C'est pareil. Pour le passé, le présent et le futur, ce que nous on prend pour du temps, au niveau de la force vive consciente, c'est juste un seul élément. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur, c'est un tout. On vit dans un Ouroboros, dans un serpent qui se mord la queue. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un tour. Ah oui, parce que de toute manière, c'est comme quand tu disais que l'univers, le cas fait tout ce qu'on a dit, là, tout ça, et que ça crée l'univers instantanément, sans arrêt. Ouais, c'est un mouvement. Donc ça revient en arrière pour recréer sans arrêt. C'est une énergie discontinue, c'est-à-dire le tachyon se mord la queue parce que si tu demandes à un physicien, tu lui dis, ok, démontrez-moi comment ça marche un atome, il va t'expliquer. Et tu lui dis, bon, ça pète fort les bombes atomiques, ça veut dire que si on brise un atome, la réaction en chaîne, il y a de l'énergie dedans, beaucoup. Il va te dire, ah oui, il va te dire, dans un proton, il y a à peu près la pression de 10 étoiles. Véridique, hein? Il y a 10 étoiles de pression pour contenir, pour confiner un proton. Putain, tu te dis, oh, c'est pas possible, si ça pète, ça. Mais si ça pète, ça fait une bombe atomique. Donc, d'après toi, si tu demandes à un physicien, monsieur, cette énergie-là, comment elle fait pour être constante comme ça? Mais d'où elle sort? D'où elle sort cette énergie pour tout le temps se maintenir à 10 fois la pression d'une étoile? Parce qu'elle est tachyonique. Parce que le tachyon, en maîtrisant le temps, il recrée indéfiniment sa propre énergie. Il préexiste à sa propre naissance. Ouais.
C'est au-delà du champ de conscience de Sapiens Sapiens. Oui, c'est bizarre parce il aurait fallu une fois au moins un début à ça. Ouais. Alors voilà, ça dépasse notre champ de conscience et le mien aussi, parce que j'ai pas de cinquième creuset. Quand on aura le cinquième creuset, on saura d'où cette énergie elle a émané pour la première fois. Et là, on ne le sait pas. Par contre, moi, à mon niveau, avec mes 4 creusets, quand je vais dans l'interversus, j'ai vu que c'était une boucle temporelle. Tous les milliardièmes de seconde, c'est pour ça que cette énergie est tout le temps maintenue. Par contre, elle est discontinue. Cette petite fraction où il se refait, ça saccade. C'est-à-dire que les atomes, ce n'est pas un mouvement continu, c'est discontinu, c'est des étincelles qui se succèdent. C'est-à-dire quand le noyau, le proton... C'est pas un film, c'est un roman photo, quoi. On essaye d'imaginer un atome, on voit le lepton, l'électron, on le voit orbiter dans notre tête autour. En fait, c'est une succession d'éclairs. Il est là, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Et là, tu as l'impression qu'il fait un mouvement continu. À notre échelle, c'est comme s'il y avait une lampe torche qui s'allumait de là, comme ça, tu vois, qui faisait des saccades stroboscopiques, et que notre rétine, avec persistance rétinienne, ne voit qu'un mouvement continu. C'est ce qui se passe dans les atomes. Cette discontinuité, ces flashs de tachyons qui apparaissent en discontinu, comme ça, en fait, ils vont tellement vite qu'ils forment un mouvement continu. On appelle ça la discontinuité. Hein. Si tu vas sur Google, tu regardes la discontinuité quantique, ça t'explique ce que je suis en train de te dire. Hein. Et ça, si tu le dis à un physicien qui te dit pourquoi cette énergie elle est discontinue, mais égale. C'est-à-dire à chaque fois, ces étincelles se manifestent avec toujours la même intensité. C'est-à-dire la boucle tachyonique, elle recrée indéfiniment cette discontinuité. Le tachyon, il préexiste à sa propre naissance, c'est-à-dire il sait se recréer. Est-ce que quand ça fait une étincelle, comme tu dis là, comment tu viens de dire, un flash tachyonique, ça fait une histoire directement. C'est comme une histoire de l'univers ou je sais pas quoi. C'est une pixelisation, on appelle ça. Une pixelisation. C'est pas une histoire, c'est une Mais chaque pixelisation. fois qu'il refait, il en fait une autre. Ah ben, il va un petit peu plus loin. Est-ce que tu prends toi pour des mouvements, pour la vie, comment ça s'organise? C'est une succession de tachyons qui s'allument et qui s'éteignent à toutes les époques. Un tachyon, il va tellement vite qu'il est instantané. Il va au-delà de la vitesse de la lumière. C'est pour ça que tu peux bloquer sur quand tu fais une séquence pas consciente ou alors tu as un flash précognitif ou n'importe quoi, tu bloques sur un pixel à un moment donné. Ouais, non, sur une pixelisation. Un pixel, tu ne peux pas bloquer, ça ne te démontrerait rien du tout. C'est un tachyon, c'est tellement infime. Non, tu fixes une pixelisation. À un moment, un espace, temps. Pixelisation à un moment donné. Ouais. Les tachyons forment dans l'univers une pixelisation. L'univers, il est pixelisé. C'est une succession de petits éclairs comme ça, encore plus petits que le niveau subatomique. C'est pour ça que nous vivons dans un univers semi-holographique. Cette pixelisation, je ne le dévoile pas encore, mais tu auras une grosse surprise quand on arrivera au noyau. Je te dirai qu'est-ce que ça donne, cette pixelisation. Je n'ai pas encore le 5e creuset. Il y a des choses, c'est hors de portée de mon champ de conscience. Mais tu verras qu'avec 4 creusets, quand tu vas dans l'antiversus, tu en ramènes quand même pas mal. Ouais. Voilà, tu vas faire. Les gens vont avoir hâte de savoir ce qui se passe. Ceux qui ont la patience, ils le sauront en fin d'initiation. Il faut passer par là. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à saisir ça déjà, arriver au noyau, ils ne comprendront rien. Les gens qui prendront les dernières vidéos quand on arrivera au noyau, ils vont rien comprendre. Ben non, c'est du javanais. Ils vont prendre une vidéo en cours, ils vont rien comprendre, ils vont arrêter au bout de 5 minutes parce que ça va leur mettre mal à la tête. Ouais. Si tu as des questions, là, on peut comprendre. Bah écoute, comme ça, maintenant, donc ça je te l'ai posé, les CD. Alors, ça on parlait de rien. Bon, c'est des questions plus. On vient de parler d'un truc là, du coup, les CD sont-ils compris et expérimentés seulement par les zoharistes, ou bien la Torah ou bien dans la Torah est-il mention de tout ça avec une autre approche? C'est crypté dans la Torah. Il faut le sod. Voilà. C'est crypté. La Torah, c'est des allégories. Je vais te donner une allégorie. Par exemple, on va partir du David Magan. Alors, l'épisode de David contre Goliath. Si tu l'as lu, la Bible? Oui, ça je connais. Ouais. Voilà. David, à un moment donné, il y a un géant qui fait... je sais plus si c'est 2,90 m. Non, beaucoup plus. C'est 2,90 m ou 3,90 m. Oui, j'ai dit, 2,90 m. Ouais, il est énorme. Et lui, il fait 1,55 m et il le défie. Dans l'allégorie, il prend une fronde, il lui file un pastisson entre les deux yeux, là, il le prend il lui fait un plein fer sur le front, boum, il le tue. Et là, tu le lis comme ça en lecture de surface, on voit un jeune homme qui est habile à la fronde, qui fait un tir parfait,
tir parfait et qui tue son adversaire. Alors ça met la puce à l'oreille un peu quand même. non, on te dit que ce fameux Daoud, il a un bouclier avec dessiné ça justement, le cible, c'est-à-dire le cas et le bas interfusionnés. Mais quand tu as le SOD, quand tu as fait des voyages infrascopiques, quand tu es aguerri dans les séquences supraconscientes, tu sais que ça ne parle pas d'un jeune homme qui a affronté un géant avec un bouclier en osier, parce que le bouclier à l'époque c'était de l'osier, un peu de bois, du bois laminé avec de la résine, avec un peu de cuir qui recouvrait. C'était un truc assez léger, composite, mais assez efficace. Mais c'est pas assez efficace pour aller combattre un mec de 2,90 m. C'est une Merkaba. Avec le SOD, tu comprends que David a affronté un mec beaucoup plus fort que lui avec une Merkaba en configuration martiale. Il était en mouchine en fait. Il était plutôt même en Kensho là. Ouais, Kensho, au niveau parce du tir, qu'il savait qu'il allait. Un tir parfait. C'est à Kensho, il a fait l'éblouissement. Donc ça veut dire qu'il était en train d'arriver. Il avait franchi, il avait passé Tiferet. Il était arrivé à Da'at et il lui manquait pas beaucoup pour rentrer dans le monde infrascopique. Il s'est servi de cette petite fenêtre où il était encore raccroché à notre réalité. Il a fait un tir parfait. Alors par exemple. Au Kyudo, les Japonais, quand ils tirent à l'arc, tu sais, l'arc dissymétrique, là, comme ça, quand ils tirent au Kyudo, à 50 mètres, ils arrivent à scalper la flamme d'une bougie, les yeux fermés en tournant la tête de l'autre côté de la cible. Ils se servent de ces facultés. Ils font un Satori, enfin ils déclenchent plutôt un Kensho, ils font tourner leur véhicule céleste. Bon, chez les Asiatiques, on va parler plutôt de Vahana, on va parler de Vimana, il y a plein de termes. C'est pas Merkaba, ils utilisent d'autres termes. Ben, les maîtres de Kyudo, ça défile lentement, mais sans regarder la cible, les yeux fermés, ils arrivent à scalper des flammes de bougie à 50 mètres. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire du David Magen. Daoud, ce personnage qui est censé vaincre, il fait un tir parfait, parce qu'avec le SOD, tu comprends qu'il était en configuration martiale. Il avait son véhicule céleste qui tournait quasiment à la vitesse de la lumière. Ça lui a donné une aptitude Kensho. Et là, le mec, il est imbattable, c'est normal. Et sa Merkaba, elle n'est pas juste dessinée sur un bouclier en osier, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire, ça te parle d'un Yordei Merkaba. Ouais. L'épisode de David, il décrit un Yordei Merkaba, un conducteur de chariot céleste qui arrive à vaincre un ennemi beaucoup plus fort que lui, tout simplement parce qu'un Yordei Merkaba en configuration martiale, c'est possible de le battre par un autre Yordei Merkaba en configuration martiale. Un Yordei Merkaba en configuration martiale ne peut pas être vaincu. Il est trop précis, trop puissant, trop rapide. Voilà ce qu'est la différence entre la lecture de surface et la lecture avec le sens caché des écritures. D'où le point au milieu pour différencier. Ouais. Alors les talmudistes, ils vont préférer le David Magen vide, et les zoharistes, ils mettent un point pour faire comprendre que tout se passe à l'intérieur de la Merkaba. Ouais. Voilà, ouais. Si tu as fini les questions. Ouais. Alors attention, c'est juste un effleurement là. Les cas que j'ai fait hier, là, ce qu'on a fait, on commence à y aller doucement. Il y aura encore des chapitres qui reviendront dessus. On refera un lissage où on remettra tout en route. Là, ce que j'ai fait hier avec la magie Eka, c'est l'apéritif. Ce que j'ai fait ce soir avec la Kabbalah, c'est encore l'apéritif. La prochaine vidéo, elle traitera du christianisme et de cet apport mystique qui est parti d'il y a 5000 ans, 5500 ans Ernagada, qui a traversé les siècles pour arriver au Constantinien, c'est-à-dire au 4e siècle après Jésus-Christ, à Constantin Ier et à peu près aux évangiles tels qu'on les connaît maintenant. Tu verras que tout ça, ce processus christique, ce Wazgir, cet Osiris primordial, ce Christ primordial, il a évolué. Il y a eu un processus mystique qui est parti de l'ère Nagada jusqu'au Constantinien, jusqu'au Byzantin. Mais on ne fait qu'effleurer là pour l'instant. C'est une mise en bouche. C'est déjà pas mal. C'est une mise en bouche. Bon, mais c'est très bien. On va se repasser les vidéos indéfiniment pour que ça reste. Et puis. Attention, y a Eka et Sia. C'est-à-dire, tiens, je vais révéler quelque chose. Eka, ça veut dire les sciences occultes. Et chez les Égyptiens anciens, Sia, c'était la connaissance alliée à l'intuition. Donc, quand un franc-maçon te dit
l'acacia méconnu. Ouais. Quand un franc-maçon te dit l'acacia méconnu, Ekacia, ça veut dire que le mec est affranchi à la fois sur des connaissances, il sait exactement de quoi il parle, mais à la fois il est initié aux sciences merkabiques, c'est-à-dire qu'il sait exactement se servir de sa psyché, de l'arbre séphirotique, et il sait aller de sphère de conscience à sphère de conscience. Ça veut dire que le gars qui sait maîtriser Eka, il a son ticket pour la douate, pour l'inframonte, mais il a aussi la connaissance. Il sait ce qu'il fait quand il te parle d'un sujet. Il a été le plus loin possible quand on peut imaginer d'étudier un sujet, c'est SIA. C'est la connaissance alliée à l'intuition. Et Kassia, l'acacia méconnue. C'est une phrase maçonnique quand tu arrives au niveau de maître, pour faire comprendre que tu connais à la fois le livresque et à la fois la méditation profonde. On disait l'acacia méconnue. Et Kassia. Et là, forcément, ceux qui ont Eka et Sia, c'est des 18e. Ouais, là, t'arrives entre le 18. C'est les Rose-Croix, quoi. C'est le chevalier Rose-Croix. Entre Rose-Croix et Chevalier Kadosh. L'acacia, là, elle était vraiment connue. Mais les maîtres, déjà, c'est symbolique. On leur dit l'acacia méconnue. Ils n'ont pas encore le niveau, mais ils s'y croient un peu. Et c'est vraiment entre Chevalier Rose-Croix du 18e degré et Kadosh au 30e degré, c'est là que ça se passe. On peut dire ce qu'on veut sur la franc-maçonnerie. Elle est bipolarisée. Les gens pensent que c'est que des salopards. Non, c'est comme partout, quoi. Et il y en a d'autres, ils vont te dire ce sont tous des gens exceptionnels. C'est pas vrai, ni l'un ni l'autre. Les deux se trompent. Dans la franc-maçonnerie, il y a autant de gentils mecs que de connards. C'est bipolarisé comme tout l'univers. Par contre, dans les hauts grades, ces gens, on ne peut pas leur enlever, ils savent de quoi ils parlent. Ouais, et dans ces hauts niveaux, il y a aussi bien des mauvais que des bons, c'est pareil. Oui, je suis en train de te le dire. Ouais, mais même dans les hauts niveaux comme ça. Mais c'est ce que j'étais en train de parler des hauts niveaux. Là, je te parle des hauts niveaux. Dans les hauts niveaux, il y a autant de bons que de mauvais. Chez les Kadosh ou chez les Rose-Croix, il y a autant de bons que de mauvais. L'univers est bipolarisé. Penser en termes manichéens, c'est très puéril. Moi, j'entends des mecs, des fois, je connais des francs-maçons, je parle avec eux, ils t'idéalisent leur franc-maçonnerie. Ah, ils t'en mettent comme ça. Puis j'en connais d'autres qui sont anti-maçonniques. C'est des connards, c'est tous des enculés. C'est un mode en ce moment. Ouais, non, mais des deux côtés, ils ont tort. Un franc-maçon qui va te dépeindre la franc-maçonnerie comme merveilleuse et idyllique, c'est faux. Et un anti-maçonnique qui va te dire que la franc-maçonnerie, c'est tous des connards, se trompe aussi. La vérité, elle est ni blanche ni noire, elle est située toujours entre gris clair et gris foncé. Notre univers, il est bipolarisé et il est interfusionné. Les deux polarités, elles subissent une interfusion. Il n'y a personne de foncièrement méchant sur la planète, ni personne de foncièrement bon. Et ça, un jour, je t'en ferai la démonstration. Les gens, des fois, qui ont une haute opinion d'eux-mêmes, qui disent oh, moi, je suis un mec comme ça, j'arrive à leur démontrer que non, que c'est pas vrai. Et des gens qui se disent ah, moi, je fais que des conneries et tout, j'arrive à lui démontrer qu'il n'est pas si mauvais que ça. Notre psyché d'humain, elle est composée des deux polarités. Nous sommes des animaux assez dangereux. Le sapiens sapiens, il n'est pas si méchant que ça, mais il n'est pas si gentil que ça non plus. Il est capable du meilleur comme du pire. Là où je me pose la question, c'est que quand tu dis dans les hauts grades maçonniques, il y a aussi bien des mauvais que des bons kadosh et des mauvais kadosh, mais comme on est dans la matière, c'est vraiment Shekinah qui régit tout ça. Non, mais je te l'ai expliqué des milliers de fois. Les activités supraconscientes se font par-delà bien et mal. Il n'y a aucune considération. Les états de conscience modifiés te permettent de démarrer un outil qui est la supraconscience. Alors tu baisses ton activité neuroélectrique, mais tu t'apercevras que quand tu arrives à l'enstase mystique, il n'y a plus de notion de bien ou de mal. C'est-à-dire que le hack, quand il te délègue une partie de son pouvoir, que tu en fasses du bien ou du mal, il s'en bat les noisettes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dans notre réalité, dans notre univers de cause à effet, il s'en fout de ce que tu fais, le hack. Il n'y a pas de notion de jugement. Il s'en fout. Tu seras toujours son fils. L'émanation de la substance divine, tu peux te transformer le pire des connards de la planète, tu seras toujours son enfant. C'est comme un gentil... En fait, c'est gentil papa, gentil maman. Tu as affaire dans un univers, une grande salle de jeu. D'ailleurs, c'était la devise des assassins, des Achichines de la forteresse d'Alamout. Hassan, le musulman. Ouais, c'était des chiites. Les chiites. Ouais, les assassins. Leur devise, c'est « fais ce que tu veux, rien n'est vrai ».
Pourquoi? Parce que le hack te favorise. Si tu rentres en contact avec lui, tu es son fils. Et il fait enfin, pas ce que tu veux. Ça peut te claquer entre les doigts. Ces sciences-là, si tu les manipules mal, tu peux te tuer, tu peux tuer tes proches par inadvertance. Ça s'appelle des incidences karmiques, il faut faire très attention. Mais lui, si tu lui demandes de faire ça, il le fait. C'est pas qu'il s'exécute, tu es son enfant. C'est-à-dire, tu fais une syntonisations et lui, il te fait plaisir. Maintenant, ce que tu en fais, si c'est du mal, il en a rien à foutre, le hack. C'est bizarre, ouais, hein? c'est l'ego, ça. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Des mages noirs qui l'utilisent, le hack, il n'y a pas de souci. Tiens, il te délègue la force de la Shekinah. Il n'y a pas de souci. Et le mec en fera du mal, hein. Pas de problème. En fait, c'est la C'est personne comme si on elle-même. Non, ouais, c'est l'ego qui en de la fera. personne. Voilà, t'as tout compris. C'est Le hack est neutre. Le hack, notre réalité, il n'arrive même pas à l'apercevoir tel qu'on l'aperçoit. La force vive consciente, elle nous propulse dans un grand jeu, un parc d'enfants. On est ses enfants, démerdez-vous. Vous tapez sur la gueule, j'en ai rien à foutre. De toutes les manières, vous allez mourir, vous allez vous réincarner. Ce que vous prenez pour de la mort, c'est illusoire. Vous êtes dans une vaste salle de jeu qui est perpétuelle. Maintenant, elle te laisse faire pour voir comment tu vas t'extraire de tout ça et remonter jusqu'à sa source. Ça, c'est ce que les hindouistes appellent le moksha. Il y a un cheminement à faire pour revenir à la source. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre bulle d'espace-temps, dans notre univers de cause à effet? Le hack, il n'en a rien à foutre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il nous observe, mais il n'intervient pas. Sauf si tu sais syntoniser. Si tu sais syntoniser, c'est comme si le hack, s'il nous observe et qu'on avait tous une couleur monochrome. Mais ceux qui font de la syntonisation, ils apparaissent lumineux. Et là, le hack vient parler avec eux. Parce que les autres, ils ne les voient pas. Ils ne voient que ceux qui rentrent en état de supraconscience. Et là, si le mec il est mauvais ou s'il est bon, le hack, il n'en a rien à foutre. Sa force négative, le cas, la Shekinah, va lui déléguer une partie de son pouvoir. Et il va pouvoir avoir des siddhis, des facultés supranormales. Mais si c'est bipolarisé, s'il y a autant de mages noirs que de mages blancs, c'est que le hack ne juge pas. Il te délègue une partie de la Shekinah, mais tu en fais ce que tu en veux. C'est une question d'éthique, quoi, c'est tout, quoi. Mais la morale, c'est nous qu'on l'a inventé, c'est les humains. Le hack, il se situe par de la bien et mal. Le hack, il en a rien à foutre. Notre grande salle de jeu, là, il attend de voir comment nous allons nous en extraire. Ça, je le sais. Il y a un moksha à opérer, qu'il faut retourner à la source. Maintenant, ne me demande pas pourquoi la force vive consciente a construit des bulles d'espace-temps qui abritent des consciences. Ça relève du 5e creuset. On n'en sait rien. Même un supraconscient de très haut niveau, un yogi de très haut niveau, un kabbaliste de très haut niveau, il n'en sait rien. On le saura quand on sera des consciences merkabiques. Ouais, quand on aura le 5e creuset. Pour l'instant, tout ça, c'est au-delà de notre entendement. Mais déjà, je t'en apprends pas mal quand même. C'est sûr, je me régale. Bon, mais ça va, messieurs, dames, on va clôturer cette vidéo. On se retrouve pour le 3e volet, c'est le christianisme. Oui, ce processus qui est parti de la magie Eka du 1er chapitre, là aujourd'hui c'est le 2e chapitre, c'est la Kabbale juive, elle va nous conduire vers les évangiles cryptés. Cryptés et Jésus de Nazareth au final. Et le Jésus byzantin, le Jésus le Nazaréen. Voilà. Merci et à bientôt.